Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 2. Toutes les couleurs de la rouille et du soleil couchant, les bruns rouges et les verts pâles, se modifiaient sans cesse parmi les feuillages agités par le vent. Les racines des saules cuivres, épaisses et striées, étaient couvertes d'une mousse verte au bord de l'eau qui, à l'instar du vent, évoluait lentement avec une multitude de petits remous et d'accalmies apparentes, retenus par des rochers, des racines, des feuilles pendantes, ralenties par les feuilles mortes. Aucune direction n'était dégagée dans la forêt, aucune lumière durable. Dans le vent, l'eau, la lumière du soleil ou des étoiles s'insinuaient toujours l'écran des feuilles et des branches, des troncs et des racines, l'ombragé, la complexité. De petits sentiers couraient sous la ramée, contournaient les troncs, enjambaient les racines. Ils ne progressaient pas en ligne droite, mais cédaient au moindre obstacle, aussi tortueux que des nervures. La terre n'était ni ferme ni sèche, mais humide et légèrement élastique, produit de la collaboration des êtres vivants avec la lente mort élaborée des feuilles et des arbres. Et sur ce riche cimetière poussaient des arbres de 30 mètres, ainsi que de minuscules champignons qui formaient des cercles d'1 centimètre de diamètre. Le parfum de l'air était subtil, doux et varié. On ne voyait jamais très loin, à moins de relever la tête pour distinguer les étoiles au-delà des feuillages. Rien n'était uni, sec, clair ou aride. Manquait là quelque chose de l'ordre de la révélation. Impossible de tout embrasser d'un coup du regard, ce qui privait de toute certitude. Les couleurs de la rouille et du soleil couchant changeaient sans cesse sur les feuilles pendantes des saules, et on ne pouvait même pas déterminer si ces feuilles étaient rouges brunâtres ou vert rougeâtres ou vertes. D'une démarche lente, trébuchant souvent sur les racines de saule, Selver remonta le chemin qui passait près de l'eau. Il repéra un vieil homme occupé à rêver et s'arrêta. Le vieillard le regarda à travers les longues feuilles de saule et le vit dans ses rêves. « Puis-je me rendre à ta loge, seigneur du rêve? J'ai parcouru un long chemin. » L'individu resta assis, immobile. Selver s'accroupit donc sur ses talons, au bord du sentier, tout près de la rive. Sa tête s'avachit, car il était épuisé et manquait de sommeil. Il avait marché 5 jours durant. « À quel temps appartiens-tu? À celui du rêve ou à celui du monde ?» demanda enfin le vieillard. « Au temps du monde. »« Alors, viens avec moi. » Le vieil homme se releva promptement, puis guida Selver sur le chemin sinueux qui sortait du bois de saule pour pénétrer dans une zone de chênes et d'épineux plus sèche et plus sombre. « Je t'ai pris pour un dieu, » lança-t-il, un pas devant lui. « et j'avais l'impression de t'avoir déjà rencontré. Peut-être en rêve. »« Pas dans le temps du monde. Je viens de Sornol. C'est la première fois que je passe par ici. » « Cette ville s'appelle Cadaste, et moi, Coromena, de l'Aubépine. » « Mon nom est Selver, du Frêne. » « Il y a des gens du Frêne parmi nous, tant des hommes que des femmes, ainsi que vos clans d'alliance, le Bouleau et le Hou. Il n'y a pas de femme de la pomme. Mais tu ne viens pas chercher une épouse, n'est-ce pas? » ?»« La mienne est morte. » Ils atteignirent la loge des hommes, qui occupait un monticule dans un terrain couvert de jeunes chênes. Ils se baissèrent, franchirent en rampant l'entrée du tunnel. Une fois à l'intérieur, le vieil homme se redressa à la lueur du feu, mais Selver resta à 4 pattes, incapable de se relever.
Maintenant qu'il avait secours et asile à portée de main, son corps à bout de force refusait tout effort supplémentaire. Il s'allongea, et ses yeux se fermèrent. Après quoi, Selver se laissa glisser dans les ténèbres avec un sentiment de soulagement et de gratitude. Les hommes de la loge de Cadaste s'occupèrent de lui, et leur guérisseur vint panser la blessure de son bras droit. Coromena et le guérisseur Torbert demeurèrent assis près du feu pendant toute la nuit. La plupart des autres hommes se trouvaient avec leurs femmes cette nuit-là. Seuls 2 apprentis rêveurs étaient restés sur les bancs, mais l'un comme l'autre n'avait pas tardé à s'endormir. « Je ne sais pas ce qui peut causer des cicatrices comme celles qu'il arbore au visage, » dit le guérisseur, « et encore moins ce qui a pu lui faire cette blessure au bras. Une bien étrange blessure. » « C'est un appareil curieux qu'il porte à la ceinture, » fit Coromena. « Je l'ai vu sans le voir. » « Je l'ai rangé sous son banc. Ça ressemble à du fer poli, mais pas au travail d'un homme. » « Il t'a dit qu'il venait de Sornol. » Tous deux gardèrent un moment le silence. Coromena, qui sentait une peur irraisonnée l'oppresser, glissa dans le rêve pour découvrir la raison de cette angoisse, car c'était un vieil homme et un adepte de longue date. Dans son rêve marchaient les géants, lourds et terribles. Leurs membres secs et squameux étaient enveloppés d'étoffe. Leurs petits yeux clairs ressemblaient à des perles d'étain. Derrière eux rampaient d'énormes choses mouvantes faites de fer poli. Les arbres tombaient devant eux. Un homme émergea à toute vitesse des arbres occupés à tomber, hurlant, du sang sur la bouche. Le chemin sur lequel il courait menait à la loge de Cadaste. « Eh bien, cela ne laisse guère de place au doute, » déclara Coromena en émergeant du rêve. « Il arrive directement de Sornol après avoir traversé la mer, à moins qu'il ne soit venu à pied depuis la côte de Kelmedeva sur notre propre terre. Des géants se trouveraient à présent dans ces 2 régions, à en croire les voyageurs. »« Est-ce qu'ils vont le suivre ?» s'enquit Torbert. Aucun d'eux ne répondit à cette question, qui n'en était pas une, mais la simple expression d'une possibilité. « Tu as déjà vu les géants, Coro ?»« Une fois, » répéta le vieillard. Il rêva. Comme il était très vieux et pas très robuste, il sombrait parfois dans le sommeil quelques instants. Le jour se leva, midi arriva. Un groupe de chasse passa devant la loge. Des enfants gazouillaient, les voix des femmes évoquaient les murmures d'une eau vive. Une autre voix, plus sèche, appela Coromena depuis la porte. Il sortit en rampant dans la lumière du crépuscule. Sa sœur se tenait dehors, reniflant avec plaisir l'arôme du vent, mais le visage toujours aussi sévère. « L'étranger s'est réveillé, Coro ?»« Pas encore. Torbert s'occupe de lui. »« Nous devons écouter son récit. » »« Il va certainement bientôt sortir du sommeil. » Eivor Dendep fronça les sourcils. Chef de Cadaste, elle s'inquiétait pour son peuple, mais elle se refusait à ce qu'on dérange un homme blessé ou qu'on offense les rêveurs en faisant valoir avec trop d'insistance son droit de pénétrer dans leur loge. « Tu ne peux pas le réveiller, Coro ?» demanda-t-elle enfin. « Il nous faudrait savoir s'il était poursuivi. » Il ne pouvait faire venir les émotions de sa sœur sur le même plan que les siennes, ce qui ne l'empêchait nullement de les ressentir. Son inquiétude le frappa. « Si Torbert le permet, je vais m'y employer. »« Essaie de prendre connaissance des nouvelles qu'il apporte. Et vite. J'aurais préféré que ce soit une femme qui se serait exprimée plus clairement. » L'étranger s'était réveillé et demeurait allongé, fiévreux, dans l'obscurité de la loge. Les rêves débridés de la maladie s'agitaient dans ses yeux. Il se redressa, cependant, pour parler d'une voix maîtrisée, et tandis qu'il écoutait, Coromena eut l'impression que ses os rétrécissaient pour tenter d'échapper à cette horrible histoire, à cette chose nouvelle. Je m'appelais Selverfelle quand je vivais à Eschret, en Sornol. Ma ville a été détruite par les humains lorsqu'ils ont coupé les arbres de cette région. J'étais l'un de ceux qu'ils forçaient à les servir avec mon épouse Felle. L'un d'eux l'a violée et elle en est morte. J'ai attaqué l'humain qui l'avait tuée
Ils m'auraient tué également, mais un autre m'a secouru et libéré. J'ai quitté Sornol, où il ne reste plus désormais une seule ville à l'abri des humains, pour venir ici, sur l'île du Nord, afin de vivre sur la côte de Kelmedeva, dans les bosquets rouges. Les humains sont alors arrivés et ils ont commencé à abattre le monde. Ils ont détruit une ville là-bas, Penley. Ils ont capturé une centaine d'hommes et de femmes et les ont obligés à les servir et à vivre dans un enclos. Moi, je n'ai pas été pris. J'ai vécu avec ceux qui s'étaient échappés de Penley dans les terres marécageuses qui s'étendent au nord de Kemledeva. La nuit, parfois, j'allais voir les malheureux enfermés dans les enclos des humains. Ils m'ont dit qu'il se trouvait là, celui que j'avais essayé de tuer. J'ai d'abord pensé à retenter ma chance, ou bien à libérer les prisonniers. Sauf que je n'arrêtais pas de voir des arbres tomber, de voir le monde éventré qu'on laissait pourrir. Les hommes auraient pu s'échapper, mais pas les femmes, qui étaient mieux gardées et commençaient à mourir. J'ai discuté avec ceux qui se cachaient dans les marécages. Nous avions tous très peur et très faim, et n'avions aucun moyen d'apaiser ni l'une ni l'autre. Et donc, finalement, après de longues discussions, de longs rêves, après avoir établi un plan, nous sommes sortis au grand jour. Nous avons tué les humains de Kelmedeva avec des flèches et des lances de chasse, puis nous avons brûlé leurs villes et leurs machines. Nous n'avons rien laissé. Mais celui que je cherchais était parti. Il est revenu tout seul. J'ai chanté sur lui et l'ai laissé partir. Selver se tut. Ensuite, Murmura Coromena. Ensuite, un vaisseau volant est arrivé de Sornol et nous a donné la chasse dans la forêt, mais sans trouver personne. Aussi ont-ils mis le feu à la forêt, mais il a plu, et ils n'ont pas causé de gros dégâts. La plupart des gens libérés des enclos ont filé au nord et à l'est avec les autres, vers les collines de Hol, car nous craignons que de nombreux humains ne se lancent à nos trousses. Moi, je suis parti tout seul. Les humains me connaissent, voyez-vous. Ils connaissent mon visage, et cela m'effraie, moi, comme ceux avec lesquels je me trouve. « D'où te vient cette blessure ?» demanda Torbert. « Cet homme, il m'a tiré dessus avec une de leurs armes, mais je l'ai chanté à terre, et je l'ai laissé partir. »« Tu as maté un géant tout seul ?» fit Torbert avec un rictus sauvage, désireux qu'il était de le croire. « Pas tout seul, avec 3 chasseurs et une arme à la main. Ceci. » Torbert s'écarta de l'objet. Personne n'ouvrit la bouche pendant un long moment. Enfin, Coromena reprit la parole. « Ce que tu nous racontes est très noir, et le chemin descend. Es-tu un rêveur de ta loge ?»« J'en étais un, mais la loge d'Eshret n'existe plus. » »« Peu importe, nous parlons tous deux la vieille langue. Dans les saules d'Asta, tu as commencé à me parler en m'appelant Seigneur du rêve. Et j'en suis un. Est-ce que tu rêves, Selver ?»« Très rarement, désormais. » Obéissant au catéchisme, son fiévreux visage balafré s'inclina. « Éveillé ?»« Éveillé. »« Tu rêves bien, Selver ?»« Pas très bien. »« Tiens-tu le rêve entre tes mains ?»« Oui. » Peux-tu tisser, modeler, suivre et diriger, commencer et t'arrêter à volonté ? Parfois, pas toujours. Peux-tu marcher sur le chemin de ton rêve ? Parfois, mais cela me fait peur. Comme tout le monde, non ? Tout ne va pas mal pour toi, Selver. Si, tout va mal. Il ne reste rien de bien. Et Selver se mit à trembler. Torbert lui fit boire la potion de saule et le força à s'allonger. Coromena devait encore lui poser la question de la chef. Il le fit à contre-cœur, agenouillé auprès du malade. Les géants, les humains, comme tu les appelles,
Est-ce qu'ils vont suivre tes traces, Selver? Je n'en ai laissé aucune. Personne ne m'a vu ces 6 derniers jours entre Kelmedeva et cet endroit. Le danger n'est pas là. Il se redressa tant bien que mal. Écoutez, vous ne voyez pas le danger. Comment pourriez-vous le voir? Vous n'avez pas fait ce que j'ai fait. Vous n'avez jamais rêvé d'accomplir cela, provoquer la mort de 200 personnes. Ils ne me suivront pas, mais ils peuvent nous suivre tous, nous chasser, tels des chasseurs pistant des lapins. C'est ça, le danger. Ils peuvent essayer de nous tuer tous, tous les hommes. Allonge-toi. Non, je ne délire pas. On parle du rêve et de la réalité véritable. Il y avait 200 humains à Kelmedeva, et ils sont morts. Nous les avons tués comme si ce n'étaient pas des hommes. Ne vont-ils pas dès lors se retourner contre nous et faire de même? Ils ont tué quelques-uns d'entre nous, et maintenant ils vont tous nous tuer comme ils massacrent les arbres, par centaines de centaines. Calme-toi, Selver, fit Torber. Ce sont là des choses qui se produisent dans les rêves de fièvre. Elles n'arrivent pas dans le monde. Le monde est toujours nouveau, aussi ancienne que soient ses racines. Et donc, Selver, comment sont ces créatures? Elles ressemblent à des hommes, parlent comme des hommes, mais n'en sont pas? Je ne sais pas. Est-ce que les hommes tuent d'autres hommes, en dehors des cas de folie? Une bête tue-t-elle d'autres bêtes de son espèce? Seuls les insectes font une chose pareille. Ces humains nous tuent aussi négligemment que nous autres tuons des serpents. Celui qui m'a instruit m'a dit qu'eux-mêmes s'entretuaient pour mettre fin à une querelle, mais aussi en groupe, comme des fourmis qui se battent. Personnellement, je n'en ai jamais été témoin, mais je sais qu'ils n'épargnent pas celui qui demande grâce. Ils n'hésiteront pas à frapper une tête penchée, ça je l'ai vu. Il y a en eux un désir de tuer, et c'est pourquoi j'ai trouvé juste de les mettre à mort. Et tous les rêves des hommes seront changés, dit Coromena, assis en tailleur dans l'obscurité. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Ce chemin sur lequel je t'ai accompagné hier, en revenant du bois de saule, jamais plus je ne pourrai l'arpenter comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Il a changé, tu l'as emprunté, et ça l'a complètement transformé. Avant ce jour, ce que nous devions faire était la chose la plus juste à accomplir. La direction qu'il nous fallait prendre était la bonne direction qui nous ramenait chez nous. Mais où est notre foyer désormais? Car tu as fait ce que tu devais faire et ce n'était pas bien. Tu as tué des hommes. Je les ai vus il y a 5 ans dans la vallée de Lemgan quand ils sont arrivés dans un vaisseau volant. Je me suis caché pour observer les géants. Il y en avait 6. Je les ai vus parler, examiner les rochers et les plantes, et faire cuire leur nourriture. Ce sont des hommes. Mais, dis-moi, Selver, toi qui as vécu parmi eux, est-ce qu'ils rêvent? Comme les enfants, pendant leur sommeil. Ils ne s'entraînent pas? Non. Parfois, ils parlent de leurs rêves, et les guérisseurs essaient de prendre appui dessus pour les soigner, mais aucun d'eux n'est entraîné ou ne possède le moindre talent pour rêver. Lyubov, qui m'a instruit, m'a compris quand je lui ai montré comment rêver, mais malgré cela, il qualifiait de réel le temps du monde et d'irréel celui du rêve, comme si c'était là ce qui les différenciait. « Tu as fait ce que tu avais à faire, » répéta Coromena après un instant de silence. Ses yeux croisèrent ceux de Selver dans les ténèbres. La terrible tension s'apaisa sur le visage de Selver. Sa bouche balafrée se détendit, et il s'allongea sur le dos sans rien ajouter d'autre. Il ne tarda pas à s'endormir. « C'est un dieu, » dit Coromena. Torber hocha la tête, acceptant presque avec soulagement le jugement du vieil homme. Mais pas comme les autres, pas comme le poursuivant, ni comme l'ami qui n'a pas de visage, ni comme la femme de la feuille de tremble parcourt la forêt des rêves. Ce n'est pas le gardien de la porte, ni le serpent, ni le joueur de lyre, ni le sculpteur, ni le chasseur.
quand bien même ils déambulent comme eux dans le temps du monde. Nous avons peut-être rêvé de Selver ces dernières années, mais c'est fini désormais. Il a quitté le temps du rêve. C'est la forêt qu'il arpente à présent, là où tombent les feuilles, où chutent les arbres. Un dieu qui connaît la mort, un dieu qui tue et qui lui-même ne ressuscite pas. La chef écouta le compte-rendu et prophéties de Coromena, puis passa à l'action. Elle mit en alerte la ville de Cadaste, s'assurant que chaque famille se tenait prête à partir, avec des provisions de nourriture et des litières pour les vieillards et les malades. Elle envoya 2 jeunes femmes en reconnaissance, au sud et à l'est, en quête de renseignements sur les humains. Elle garda en permanence un groupe de chasse armés à proximité de la ville, même si les autres continuaient à aller dehors chaque nuit, comme à l'accoutumée. Et quand Selver eut repris des forces, elle insista pour qu'il sorte de la loge et raconte son histoire. Comment les humains avaient tué et asservi des gens à Sornol et rasé les forêts. Comment les habitants de Kelmedeva avaient tué les humains. Elle força les femmes et les non-rêveurs qui ne comprenaient pas à ces choses-là à réécouter son récit jusqu'à ce qu'ils comprennent et prennent peur, car Ebor Dendep était une femme pragmatique. Quand un grand rêveur, comme son frère, lui affirmait que Selver était un dieu, un transformateur, un pont entre les réalités, elle le croyait et agissait aussitôt en conséquence. C'était au rêveur qu'incombait la responsabilité de se montrer prudent, de s'assurer que son jugement était correct. Sa responsabilité à elle était alors de prendre acte de ce jugement et de passer à l'action. Lui voyait ce qui devait être accompli. Elle veillait à ce que cela soit accompli. Toutes les villes de la forêt doivent entendre cela, déclara Coromena. La chef dépêcha donc ses jeunes messagères. Celles des autres villes écoutèrent afin d'envoyer leurs propres messagères. La tuerie de Kelmedeva et le nom de Selver se répandirent d'un bout à l'autre de l'île du Nord pour ensuite franchir la mer jusqu'aux autres contrées par la parole ou par l'écriture. Pas très vite, car le peuple de la forêt n'avait pas d'autres messagères que les coureuses à pied, suffisamment vite néanmoins. Il n'y avait pas qu'un seul peuple sur les 40 contrées du monde. Il existait davantage de langages que de terres, et chaque ville parlait un dialecte différent. On y trouvait des ramifications infinies de mœurs, de morale, de coutumes, de métiers. Les caractères physiques différaient sur chacune des grandes contrées. Les habitants de Sornol, grands et pâles, étaient de fameux commerçants. Ceux de Richwell étaient petits. Nombre d'entre eux arboraient une fourrure sombre, et ils mangeaient des singes, et ainsi de suite. Mais le climat variait peu, de même que la forêt, et l'océan étaient partout identiques. La curiosité, les routes commerciales régulières et la nécessité de trouver un mari ou une femme appartenant à l'arbre adéquat, tout cela entretenait d'importants déplacements de population parmi les villes et entre les terres. Aussi y avait-il une ressemblance certaine entre tous ces peuples, sauf les plus éloignés, les semi-légendaires îles barbares de l'Orient lointain et du Sud. Sur les 40 contrées, les femmes gouvernaient les villes et les cités, et presque chaque agglomération possédait une loge des hommes. À l'intérieur de celle-ci, les rêveurs parlaient une langue ancienne, qui variait peu d'une île à une autre. Celle-ci était rarement apprise par les femmes ou par les hommes qui restaient des chasseurs, des pêcheurs, des tisserands ou des bâtisseurs, ceux qui ne faisaient que de petits rêves en dehors de la loge. Comme la plupart des écrits utilisaient ce langage des loges, quand les chefs envoyaient de prestes filles, bonnes à porter des messages, les lettres passaient d'une loge à une autre, puis, pour se voir interprétées par les rêveurs au bénéfice des vieilles femmes, tout comme les autres documents, les rumeurs, les problèmes, les mythes et les rêves. Mais les vieilles femmes avaient toujours la possibilité d'y croire ou non. Selver se trouvait à Eschsen, dans une petite pièce. La porte n'était pas verrouillée, mais il savait que s'il l'ouvrait, quelque chose de mauvais allait entrer. Tout irait bien aussi longtemps qu'il la garderait fermée. Le problème, c'était qu'il y avait de jeunes arbres. Un verger récemment planté, repiqué devant la demeure. Non pas des noisetiers ou des arbres fruitiers,
mais une autre essence qu'il ne parvenait pas à se rappeler. Le créate sortit voir de quoi il s'agissait. Ils étaient tous brisés, déracinés. Lorsqu'il ramassa la branche argentée de l'un d'eux, un peu de sang coula de l'extrémité cassée. « Non, pas ici, pas encore, Thélé. Oh, Thélé, rejoins-moi avant de mourir. » Elle n'en fit rien. Il n'y avait là que sa mort, les bouleaux brisés, la porte ouverte. Selver fit volte-face et retourna précipitamment dans la maison pour découvrir qu'elle était entièrement construite en surface, comme une maison d'humains, très haute et remplie de lumière. Derrière l'autre porte, au fond de la grande pièce, se trouvait la longue rue de Central, la ville des humains. Selver portait le revolver à sa ceinture. Si Davidson arrivait, il pourrait l'abattre. Il attendit là, dans l'encadrement de la porte ouverte, à regarder l'extérieur illuminé par les rayons du soleil. Et Davidson arriva bel et bien, énorme, se déplaçant si vite que Selver ne parvenait pas à le maintenir dans sa ligne de mire, car il galopait en zigzag dans cette large rue, très vite, en se rapprochant toujours davantage. Le revolver était lourd. Selver tira, mais aucune flamme n'en jaillit. Dans un geste de colère et de frayeur, il jeta au loin l'arme ainsi que le rêve. Dégoûté, déprimé, il cracha et poussa un soupir. Un mauvais rêve, s'enquit Eobor Dendep. Ils sont toujours mauvais, ils se ressemblent tous. Mais sa détresse et son profond malaise s'apaisèrent un peu avec cette réponse. La fraîcheur matinale, la lumière du soleil, leur parvenait en rayons allongés à travers les feuilles et les branches délicates du bois de bouleau de Cadaste. La chef, installée là, était en train de tisser un panier de fougères à tiges noires, car elle aimait à faire travailler ses doigts, tandis que Selver, allongé auprès d'elle, oscillait entre la rêverie et le rêve. Cela faisait 15 jours qu'il se trouvait à Cadaste, et sa blessure guérissait bien. Il dormait encore beaucoup, mais pour la première fois depuis de nombreux mois, il s'était remis à rêver en éveil, régulièrement, pas seulement 1 ou 2 fois par jour, mais à la cadence, au rythme normal du rêve, à savoir 10 à 14 fois par cycle diurne. Aussi désagréables que fussent ces rêves, noyés de terreur et de honte, il les accueillait malgré tout avec plaisir. Il avait craint de se voir coupé de ses racines, d'être allé trop loin dans la morte contrée de l'action et de ne plus jamais retrouver son chemin jusqu'aux sources de la réalité. À présent, malgré l'amertume de l'eau, il recommençait à s'abreuver. Il eut une brève vision de Davidson étendu par terre parmi les cendres du camp incendié, mais cette fois, au lieu de chanter sur lui, il lui frappait la bouche avec une pierre. Les dents de Davidson se brisèrent et du sang s'écoula entre les éclats blancs. Le rêve était utile, l'accomplissement normal d'un désir, mais Selver l'interrompit là, l'ayant déjà fait plusieurs fois avant de croiser Davidson dans les cendres de Kelmedeva, et encore depuis. Ce rêve ne lui apportait rien d'autre qu'un certain soulagement, une gorgée d'eau douce. Sauf qu'il avait besoin de quelque chose de plus amer. Il devait remonter bien plus loin, non pas à Kelmedeva, mais à cette longue rue effrayante, dans la ville étrangère qu'on appelait Central, là où il avait attaqué la mort et avait été vaincu. Eobor Dendep fredonnait en travaillant. Ses mains fines, au duvet vert et soyeux, argentées par l'âge, tressaient expertement des tiges de fougères noires. C'était une chanson sur le ramassage des fougères, une chanson de fille. Je ramasse des fougères, je me demande s'il reviendra. Sa faible voix âgée chevrotait comme celle d'un grillon. Le soleil tremblotait dans les feuilles des bouleaux. Selver posa la tête sur ses bras croisés. Le bois de bouleau se trouvait à peu près au centre de la ville de Cadaste. 8 chemins étroits en partaient pour ensuite zigzaguer parmi les arbres. Il y avait dans l'air une odeur de fumée de bois. Là où les branches étaient minces, à l'orée sud du bosquet, on pouvait voir des volutes s'élever de la cheminée d'une maison, comme un petit fil bleu s'effilochant parmi les feuilles. Si l'on regardait attentivement entre les chênes verts et d'autres arbres, on apercevait,
les toits des maisons qui saillaient à 1 mètre à peine au-dessus du sol. Il devait y en avoir entre 100 et 200. Les compter s'avérait des plus difficiles. Les cabanes de bois étaient enterrées aux 3/4, encastrées parmi les racines comme des terriers de blaireaux. Les charpentes étaient couvertes d'un chaume composé de petites branches, d'épines de pin, de roseaux et de terre meuble. Ces toits se révélaient isolants, étanches et presque invisibles. La forêt, comme la communauté des 800 personnes, vaquait à leurs occupations tout autour de la boulaie dans laquelle Ebord-en-Dep tressait son panier de fougères. Lança doucement un oiseau installé au-dessus de sa tête, parmi les branches. Il y avait davantage de bruit que d'ordinaire, car entre 40 et 60 étrangers, des jeunes des 2 sexes pour la plupart, s'étaient rassemblés ici durant les dernières semaines, attirés par la présence de Selver. Certains venaient d'autres cités du Nord, d'autres avaient participé tout comme lui au massacre de Kelmedeva. Ils avaient suivi la rumeur pour le rejoindre. Et pourtant, les voix qui criaient ici et là, le gazouillis des femmes qui se baignaient ou des enfants occupés à jouer, tout cela n'était pas aussi bruyant que le chant d'oiseaux matinal, le bourdonnement des insectes et le bruit sourd de cette forêt vivante dont la ville ne constituait qu'un élément. Une fille approcha d'un pas rapide, une jeune chasseresse dont la fourrure avait la couleur des feuilles pâles du bouleau. « Le bouche à oreille arrive de la côte sud, mère, » dit-elle. « La messagère se trouve à la loge des femmes. »« Fais-la venir dès qu'elle aura mangé, » répliqua doucement la chef. « Chut, Tolbar, ne vois-tu pas qu'il dort ?» La fille se pencha pour ramasser une grande feuille de tabac sauvage qu'elle posa délicatement sur les yeux de Selver, car le soleil montant faisait tomber dessus un ray de lumière vive. Il était allongé là, les mains à moitié ouvertes, son visage amoché, couvert de cicatrices, tourné vers le ciel, vulnérable et ridicule, un grand rêveur plongé dans le sommeil, tel un enfant. Sauf que c'était le faciès de la jeune femme qu'observait Ebord-en-Dep. On irradiait, dans ses ombres fluctuantes, un mélange de terreur et de pitié, d'adoration. Tolbar partit en courant. 2 des vieilles femmes arrivèrent bientôt en compagnie de la messagère, marchant silencieusement à la file sur le petit sentier parsemé de soleil. Ebord-en-Dep leva la main pour leur demander de ne pas faire de bruit. La messagère s'allongea aussitôt pour se reposer. Sa fourrure verte, tachetée de brun, était poussiéreuse et imprégnée de sueur, car elle avait couru vite et longtemps. Les vieilles femmes s'assirent dans des îlots de soleil, puis se figèrent, demeurant là comme 2 vieilles pierres gris-vert, au regard vif et brillant. Selver, qui se débattait avec un rêve de sommeil, poussa un cri de terreur et se réveilla. Il alla boire à la rivière. À son retour, il était accompagné par 6 ou 7 de ceux qui l'avaient suivi sans relâche. La chef reposa son ouvrage à moitié terminé pour déclarer « À présent, sois la bienvenue, messagère, et parle. » La jeune femme se leva, inclina la tête pour saluer Ebord-en-Dep, puis récita son message. « J'arrive de Threvat. Mes paroles viennent de Sorbronne-Deva, et avant cela des marins du détroit, et avant cela de Broter en Sornol. Elles s'adressent à toute la ville de Cadast, mais doivent être rapportées à l'homme nommé Selver d'Eshret, né du Frêne. Voici les paroles. Il y a de nouveaux géants dans la grande ville des géants qui se trouvent en Sornol, et nombreuses sont les femmes parmi eux. Le vaisseau de feu jaune s'envole et se pose à l'endroit qu'on appelait Péa. Il est connu en Sornol que Selver d'Eshret a réduit en cendres la ville des géants de Kelmedeva. Les grands rêveurs des exilés à Broter ont rêvé des géants plus nombreux que les arbres des 40 contrées. Ce sont là toutes les paroles du message que je porte. » Après cette récitation psalmodiée, toutes les personnes présentes demeurèrent silencieuses. Un peu plus loin, l'oiseau lança un expérimental. « C'est là un abominable temps du monde !» se lamenta l'une des vieilles femmes en se frottant un genou arthritique. Un oiseau gris s'envola d'un immense chêne qui marquait la limite nord de la ville, pour ensuite s'élever en cercle dans les airs
se laissant paresseusement porter par le vent ascendant. Il y avait toujours un arbre perchoir pour ces milans gris à proximité d'une ville. Ces volatiles se chargeaient de collecter les ordures. Un petit garçon grassouillet traversa en courant le bois des bouleaux, poursuivi par sa sœur un peu plus grande, l'un comme l'autre hurlant d'une voix aiguë, évoquant le cri des chauves-souris. Le gosse tomba et se mit à pleurer, mais la fille le releva et essuya ses larmes avec une grande feuille. Puis ils détalèrent dans la forêt, main dans la main. Il y en avait un, nommé Lyubov, dit Selver à la chef. J'ai parlé de lui à Koromena, mais pas à toi. Quand l'autre allait me tuer, c'est Lyubov qui m'a sauvé. C'est Lyubov qui m'a soigné et qui m'a libéré. Il voulait tout savoir de nous. Aussi, répondais-je à ses questions, et inversement. Un jour, je lui ai demandé comment sa race pouvait survivre avec si peu de femmes. Il m'a dit que là d'où il venait, la moitié de son peuple était constituée de femmes, mais que les hommes n'en feraient pas venir davantage sur les 40 contrées tant que l'endroit ne serait pas prêt pour elles. Tant que les hommes n'auront pas aménagé un lieu adapté pour les femmes, intervint Ebordendep. Eh bien, elles risquent de patienter un bon moment. Les humains sont comme ces gens dans le rêve de l'orme, qui s'avancent vers toi, les fesses en avant et la tête tournée en arrière. Ils transforment la forêt en plage aride. Il n'y avait pas dans son langage de mots signifiant désert. Et ils appellent ça un lieu adapté pour les femmes. Eh bien, ils auraient dû envoyer les femmes d'abord. Peut-être que chez eux, ce sont elles qui font les grands rêves. Qui sait? Ils marchent à reculons, Selver. Ils sont fous. La folie ne peut pas toucher tout un peuple. Mais ils ne rêvent qu'endormis, à t'en croire. S'ils veulent rêver en éveil, ils prennent des poisons qui les empêchent de contrôler les rêves. Comment imaginer des gens plus fous que ça? Ils ne savent pas différencier le temps du rêve de celui du monde, pas plus qu'un bébé. Quand ils tuent un arbre, ils pensent peut-être qu'il va renaître. Selver secoua la tête. Il parlait encore à la chef comme si tous deux se trouvaient seuls dans le bosquet de bouleaux, d'une voix calme et hésitante, presque somnolente. Non, ils connaissent très bien la mort. Bien sûr, ils ne voient pas comme nous autres, mais ils connaissent et comprennent mieux certaines choses que nous. Lyubov comprenait presque tout ce que je lui racontais, alors que moi, je ne saisissais pas grand-chose à ce qu'il me disait. Ce n'était pas le langage qui m'empêchait de comprendre. Je connais sa langue, et il a appris la nôtre. Nous les avons mises par écrit tous les deux pour les comparer. Et pourtant, il disait des choses que je ne parvenais jamais à interpréter. À l'entendre, les humains viendraient de l'extérieur de la forêt. Ça, c'était très clair. Il disait qu'il voulait la forêt, les arbres pour le bois, la terre pour y planter de l'herbe. La voix de Selver, toujours douce, avait pris néanmoins une certaine résonance. Ses congénères l'écoutaient parmi les arbres argentés. Ça aussi, c'est clair, pour ceux d'entre nous qui les ont vus abattre le monde. D'après lui, les humains sont eux aussi des hommes. En réalité, on serait parents, de races peut-être aussi proches que le cerf rouge ou le daim gris. Il disait qu'il venait d'un autre endroit qui n'est pas la forêt. Les arbres sont tous coupés là-bas. Il y a un soleil qui n'est pas notre soleil, mais une étoile. Tout cela, comme tu le vois, n'était pas clair pour moi. Je répète ces paroles, mais j'ignore ce qu'elles signifient. Ça n'a pas beaucoup d'importance. De toute évidence, ils veulent s'arroger notre forêt. Ils sont 2 fois plus grands que nous. Ils possèdent des armes qui surpassent de loin les nôtres, et des lance-flammes, et des vaisseaux volants. À présent, ils ont fait venir davantage de femmes, et ils auront des enfants. Ici, actuellement, il y en a peut-être 2000, peut-être 3000, en Sornol pour la plupart. Mais si nous attendons une vie ou 2, ils vont se reproduire. Leur nombre va doubler et doubler encore. Ils tuent les hommes comme les femmes. Ils n'épargnent pas celui qui demande grâce. Ils ne savent pas s'affronter en chantant. Peut-être ont-ils laissé leurs racines derrière eux dans cette autre forêt dont ils sont originaires, cette forêt sans arbres, et ils prennent du poison pour libérer les rêves en eux. Mais cela ne fait que les rendre ivres
ou malades. Personne ne peut affirmer avec certitude que ce sont ou non des hommes, qu'ils sont fous ou pas. Mais peu importe, il faut qu'ils quittent la forêt parce qu'ils sont dangereux. Et s'ils ne partent pas, il va falloir les chasser hors des contrées, comme on brûle les nids de scorpions qui s'installent dans les bosquets des villes. Si nous attendons, c'est nous qui finirons enfumés et brûlés. Ils peuvent nous écraser comme on écrase des fourmis piqueuses du pied. Un jour, j'ai vu une femme, quand ils ont incendié ma ville d'Eschret, allongée sur le chemin devant un humain pour lui demander de lui laisser la vie sauve. Mais il lui a marché sur le dos et lui a brisé l'échine avant de la repousser d'un coup de pied, comme si elle n'était qu'un serpent mort. J'ai vu cela. Si les humains sont des hommes, ce sont des hommes inaptes à rêver et à agir en hommes, ou qui n'ont jamais appris à le faire. Aussi s'applique-t-il à détruire et à tuer de la manière la plus affreuse qui soit, poussés par les dieux intérieurs qu'ils tentent de déraciner et de combattre, au lieu de les libérer. S'ils sont des hommes, ce sont des hommes mauvais, ayant renié leur propre Dieu, craignant de voir leur propre visage dans les ténèbres. Écoute-moi, chef de Cadaste. Selver se leva, grand et raide au milieu des femmes assises. Le moment est venu pour moi, je crois, de rejoindre ma propre terre en Sornol, de rejoindre ceux qui sont en exil et ceux qui vivent en esclavage. Dis à tous les gens qui rêvent d'une ville en flammes de me suivre jusqu'à Brother. Il salua Ebord-en-Dep et sortit de la boulet, encore boitillant, le bras entouré d'un bandage. Et pourtant, il y avait de la vivacité dans sa démarche, une telle résolution sur son visage qu'il paraissait mieux portant que bien d'autres hommes. Les jeunes gens le suivirent en silence. « Qui est-ce » s'enquit la messagère de Trevat en le regardant s'éloigner. « L'homme auquel était destiné ton message, Selver d'Eschret, un dieu parmi nous. As-tu déjà eu l'occasion de voir un dieu, ma fille? Le joueur de lyre est passé dans notre ville lorsque j'avais 10 ans. Oui, le vieux Hertel. Il était de mon arbre et des vallées du Nord, tout comme moi. Eh bien, à présent, tu as vu un second dieu, et bien supérieur. Parle de lui à ton peuple, à Trevat. De quel dieu s'agit-il, mère? D'un nouveau, répondit Ebord-en-Dep de sa vieille voix sèche. Le fils du feu de forêt, le frère de l'assassiné, celui qui ne ressuscite pas. Bon, allez-y maintenant, vous tous. Rendez-vous à la loge. Voyez qui va partir avec Selver et veillez à ce qu'il puisse emporter de la nourriture. Laissez-moi un moment. Je déborde de pressentiments autant qu'un vieil homme stupide. Il faut que je rêve. Cette nuit-là, Coromena accompagna Selver jusqu'à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, sous les saules roux qui poussaient à proximité de la rivière. Bien des gens suivaient Selver en direction du sud, près de 60 en tout, et rares étaient ceux à avoir déjà vu une si grande troupe en marche. Cela ferait sensation, ce qui leur permettrait de rameuter bien d'autres personnes en chemin avant même d'avoir traversé la mer pour gagner Sornol. Pour cette unique nuit, Selver avait fait usage de son privilège de rêveur, de son droit à la solitude. Il alla s'installer à l'écart. Ses compagnons le retrouveraient au matin, et dès lors, accaparé par la foule et par l'action, il ne lui resterait que peu de temps pour la course lente et profonde des grands rêves. « C'est ici que nous nous sommes rencontrés, » dit le vieil homme en s'arrêtant sous les branches ployées, parmi les voiles de feuilles pendantes. « et c'est ici que nous nous séparons. Désormais, ceux qui suivent nos chemins appelleront sans nul doute cet endroit le bois de Selver. » Selver garda un moment le silence, aussi immobile qu'un arbre. Les feuilles argentées s'assombrissaient autour de lui, des nuages s'amoncelaient devant les étoiles. « Tu es plus sûr de moi que je ne le suis moi-même, » répliqua-t-il enfin, simple voix dans l'obscurité. « Oui, Selver, effectivement, on m'a bien enseigné l'art du rêve. Et puis, je suis vieux. Il ne m'arrive plus que rarement de rêver pour moi. Pourquoi le ferais-je? Peu de choses m'étonnent encore. J'ai obtenu de ma vie ce que je voulais, voire davantage. J'ai eu une existence bien remplie.
des jours aussi nombreux que les feuilles de la forêt. Je suis un vieil arbre creux dont seules les racines demeurent vivantes. Aussi mes rêves se résument-ils à ceux que font tous les hommes. Je n'ai pas de vision, pas de désir. Je vois ce qui est. Je vois le fruit qui mûrit sur la branche. Il mûrit depuis 4 ans, ce fruit d'un arbre aux racines profondes. Cela fait 4 ans que nous avons tous peur, même nous autres qui vivons dans des villes des humains, qui les avons seulement aperçus depuis quelques cachettes, ou vu leurs vaisseaux dans le ciel, ou regardé les zones mortes où ils ont coupé le monde, ou simplement entendu les récits de toutes ces choses. Nous avons tous peur. Les enfants se réveillent en pleurant parce qu'ils ont rêvé des géants. Les femmes se refusent à pousser trop loin leurs voyages commerciaux. Dans les loges, les hommes n'arrivent pas à chanter. Le fruit de la peur est en train de mûrir, et je te vois le cueillir. Tu es le moissonneur. Tout ce que nous craignons de connaître, tu l'as vu, tu l'as connu. L'exil, la honte, la douleur, le toit et les murs du monde qui s'écroulent, la mère qui meurt dans la souffrance, l'enfant laissé sans éducation, sans soin. C'est un nouveau temps pour le monde, un temps mauvais, et tu l'as enduré tout entier. C'est toi qui as voyagé le plus loin, et tout au bout, à l'extrémité du sentier noir, c'est là que pousse l'arbre, là que mûrit le fruit. Et maintenant, tu te redresses, Selver. Maintenant, tu le cueilles, et le monde change complètement quand un homme tient dans sa main le fruit de cet arbre dont les racines sont plus profondes que la forêt. Les hommes le connaîtront, comme nous, ils te connaîtront. Ça ne demande pas d'être un vieillard ou un grand rêveur pour distinguer un dieu. Là où tu vas, un feu s'allume. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Mais, écoute bien, Selver, c'est là ce que je vois, contrairement peut-être à d'autres. C'est pour cela que je t'ai aimé. J'ai rêvé de toi avant notre rencontre ici même. Tu t'avançais sur un sentier, et les jeunes arbres poussaient derrière toi, chênes et bouleaux, houx et saules, pins et sapins, aulnes, ormes, frênes aux fleurs blanches. Le toit et les murs du monde tout entier, à jamais renouvelés. Maintenant, salut, cher Dieu et cher Fils. Va sans danger. La nuit s'assombrissait à mesure que Selver progressait, jusqu'au moment où son regard nyctalope ne distingua plus que des masses des taches noires. De la pluie se mit à tomber. Il n'avait parcouru que quelques kilomètres depuis Cadast lorsqu'il dut choisir entre allumer une torche ou faire halte. Décidant de s'arrêter, il trouva un endroit à tâtons entre les racines d'un grand châtaignier. Il s'assit là, le dos appuyé contre le large tronc tordu qui semblait conserver encore un peu de chaleur du soleil. La pluie fine striait invisiblement l'obscurité, crépitant sur le feuillage qui le surplombait, sur ses bras, son cou et sa tête protégée par leur épaisse fourrure soyeuse, sur le sol, les fougères et les broussailles voisines, sur toutes les feuilles de la forêt, proches et lointaines. Selver resta assis là, aussi paisible que le hibou gris posé sur une branche au-dessus de sa tête, éveillé, les yeux grands ouverts dans la nuit pluvieuse. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 2. Vous avez aimé ce chapitre? Eh bien, likez ou laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines publications. Et pour les plus généreux d'entre vous, payez-moi quelques cafés. Le lien est dans la description. À bientôt.